cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites bien de nous choisir pour décrypter l'actualité internationale ce lundi 22 septembre 2025. Nous irons au Sénégal, en Russie, une escale du côté des Nations Unies et si le temps le permet, nous allons clôturer par Taïwan. Pour décrypter l'actualité cet après-midi, j'ai avec moi Martial Akwete. Il est analyste géopolitique. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être sur le plateau des AE. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Nous allons du côté du Sénégal afin de redresser ses finances publiques. Dakar fait appel à la diaspora. Lors d'un discours officiel du côté de Milan, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a lancé un emprunt obligataire de 30 milliards de francs, de 300 milliards de francs CFA. Cela est tout à fait normal hein, si on tient compte des promesses qui ont été faites. La régularisation des finances doit suivre une certaine logique donnée. Déjà, la compréhension, la clarification de tout ce qui a pu être géré par le régime précédent, ce qu'on a vu, la dénonciation des corruptions, des fraudes, des difficultés financières, de la mauvaise gestion, tous ces éléments ont été travaillés durant le début du mandat pour responsabiliser davantage parce qu'il avait dit que le mandat sera un mandat de responsabilisation. On sait précisément qui fait quoi et qui est responsable quand il y aura des situations. Et donc, une fois après avoir harmonisé le paysage financier de l'État sénégalais, il faudrait maintenant trouver des ressources pour mettre en œuvre les politiques défendues pendant la campagne, les politiques qu'on entend mettre en œuvre. Et c'est justement l'un des moyens de mobilisation de fonds qu'utilisent la plupart des États africains. En Afrique de l'Ouest, c'est le lancement des emprunts obligataires. Et donc, je pense que le Premier ministre sénégalais s'inscrit dans cette dynamique et surtout de s'orienter vers la diaspora, ce qui est devenu un élément fondamental de la diplomatie de la plupart des États aujourd'hui. Le Bénin même, parlant de la diplomatie 4D, il y a un D appelé diaspora. Donc, quand on fait le coût, quand on fait le calcul entre tout ce qui est transféré par la diaspora vis-à-vis de ceux qui sont à l'intérieur du pays, on sent que c'est important et c'est une force sur laquelle on peut compter pour mobiliser les ressources et mettre en œuvre les politiques publiques. Alors, vous faites bien de parler de l'appel lancé
à la diaspora, mais on se rappelle déjà qu'en 2019, quand même, hein, Macky Sall avait fait appel à cette diaspora. Alors, comment comprendre que juste quelques années après, on refait également appel à cette diaspora? Pourquoi cette insistance du Premier ministre sénégalais? Premièrement, parce que ils ont décidé, le Sénégal a décidé de s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Cette dynamique, c'est celle de ne pas être forcément redevable aux institutions internationales. Je veux parler des institutions de Bretton Woods. Et donc, ça, c'est la première raison qui explique. Et puis, deuxième raison, c'est que les Sénégalais, en tout cas le régime en place, a décidé de compter sur lui-même et de compter sur ses citoyens pour mobiliser des ressources. Ce que le régime précédent également avait fait et avait espéré la force de contribution jusqu'à 60%, mais là on a observé un 43%, ce qui a permis de réaliser un certain nombre d'activités. Troisième élément, c'est le discours qui est tenu et le contexte dans lequel nous nous situons en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il y a ce discours d'autosuffisance qui est proclamé de plus en plus. Donc, à quoi servirait-il de faire de beaux discours et de dire après nous repartons vers ces institutions-là pour avoir de financement avec toutes les conditions qui vont avec? Parce que quand vous voulez avoir du financement vis-à-vis de ces institutions, il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Hein? Voilà, il faut respecter tel, il faut respecter tel. Et puisque le Sénégal est dans une dynamique de remettre en cause déjà tout ce qui a été fait compte tenu de la dynamique qui se produit, et ça ne se fait pas ex nihilo, c'est le contexte qui définit, voilà, qui le veut ainsi. Donc c'est tout à fait normal que le Sénégal puisse compter au-delà des citoyens à l'intérieur du territoire qui mobilisent déjà suffisamment, compter sur cette diaspora. Et pourquoi avoir choisi la diaspora sénégalaise? Parce que l'on a pu observer que la diaspora sénégalaise est une diaspora qui s'investit davantage dans le retour au pays de certaines recettes, des recettes économiques. Donc, c'est une diaspora sur laquelle on peut compter et donc c'est très bien choisi comme cible. Alors, c'est vrai qu'on nous a toujours fait comprendre qu'elle était quand même la deuxième diaspora plus importante en Afrique subsaharienne. Alors, avec cette sortie d'Ousmane Sonko également, nous avons quand même compris que oui, elle est active, mais elle est juste active au niveau familial. Oui, mais lorsqu'on parle des grands investissements au Sénégal, la diaspora sénégalaise a une marge très infime. Mais au niveau familial, elle est vraiment importante. Oui, quand vous dites au niveau, je veux dire un peu macroéconomique, c'est-à-dire au niveau le plus élevé de l'économie, pourquoi cette contribution est assez faible par rapport à ce qu'on pourrait attendre? C'est parce que il faut avoir de grandes entreprises implantées un peu partout dans le monde pour pouvoir contribuer de façon assez forte par rapport à la croissance ou par rapport à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des programmes d'action à l'intérieur. Ce qui n'est pas forcément le cas du Sénégal aujourd'hui et le cas de la plupart des États africains. C'est pourquoi il y a cette politique de pouvoir avoir de grandes entreprises africaines qui sont en mesure de s'imposer sur la scène internationale et en même temps de contribuer à la mobilisation des ressources à l'intérieur de l'État. Et ça, c'est la préoccupation de tous les États africains aujourd'hui. Puisque quand vous n'avez pas des milliardaires partout, ça devient compliqué pour vous vraiment... Exactement. Voilà, de vraiment jouer un jeu sur les grands équilibres. Et donc, ce qu'on observe, c'est que du côté familial, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans ce sens. Et donc, pourquoi ne pas attirer l'attention davantage? C'est ce qui explique surtout cette sortie du Premier ministre sénégalais qui bénéficie d'une certaine notoriété vis-à-vis de la diaspora sénégalaise. Donc, en dehors de la contribution, au niveau des familles, le Premier ministre sénégalais veut montrer aux Sénégalais de la diaspora qu'ils peuvent faire bien plus que cela et qu'ils sont en mesure de le faire.
Et on attend de voir les manifestations auprès de cette diaspora. Alors, comment est-ce que cette manne financière pourra aider l'État sénégalais quand on sait quand même que le Sénégal a atteint le plus haut niveau de surendettement au niveau du continent africain? Bien, ce qu'il faut dire déjà, le Sénégal, comme bien d'autres États africains, se retrouve dans cette situation d'endettement. Et pour sortir de la dette, il faut bien sûr trouver les moyens de faire des réalisations qui vous permettent de faire entrer de l'argent, de mobiliser suffisamment de ressources. Et donc, s'inscrivant dans la dynamique de ne plus s'endetter davantage vis-à-vis des institutions internationales, les institutions financières internationales, parce que là, les intérêts vont aller davantage en crescendo et ça sera difficile de pouvoir gérer à part. Ça, c'est l'une des raisons, en dehors des raisons politiques ou des raisons idéologiques qui expliquent cette manière de se tourner vers la diaspora. Alors, comment est-ce que cela va contribuer concrètement à permettre au Sénégal de pouvoir sortir de cette dette? Premièrement, quand ce sont des Sénégalais qui, a priori, souscrivent à ces emprunts, à ces emprunts obligataires de façon majoritaire, on se rend compte que la richesse demeure toujours au Sénégal, que ce soit à l'intérieur du pays ou que ce soit à l'extérieur du pays. Et les taux d'intérêt par rapport à ces emprunts obligataires permettent non seulement aux Sénégalais de la diaspora de développer davantage leurs activités et de contribuer en même temps, par la même occasion, à accroître le niveau le pouvoir d'achat des Sénégalais qui sont à l'intérieur. Et en même temps, pourquoi pas de mettre en place des entreprises qui soient aussi fortes et imposantes sur la scène internationale. Ça, c'est le premier moyen par lequel cette contribution peut permettre d'élever, en fait, de permettre au Sénégal de s'en sortir de se sortir de sa dette. Et deuxième élément, c'est que il y a des programmes qui sont très précisément conçus aujourd'hui au niveau du Sénégal. Le Sénégal a décidé de s'inscrire dans la dynamique de tout ce qui est utile, tout ce qui est prioritaire. Et tout a commencé par une nouvelle négociation des accords qui avaient déjà été conclus. Donc, le Sénégal entend voir clair et entend voir clair dans ses affaires, non seulement cela, mais savoir où se trouvent précisément ses intérêts. Alors, si les emprunts obligataires permettent d'investir dans des projets à fort impact qui puissent permettre au Sénégal de réaliser suffisamment de richesses, d'accroître sa croissance, alors je pense que ça fait partie des moyens qui lui permettent de vraiment s'en sortir par rapport à sa dette. Alors, nous quittons le Sénégal pour la Russie, conflit israélo-palestinien. Pourquoi ce jeu d'équilibrisme de la part de Moscou? Des voix ne cessent de se faire entendre depuis les bombardements de Gaza. Mais la question à 1000 $, aujourd'hui, vous qui êtes là, analyste géopolitique, dites-nous, où est passée la Russie? Si seulement je peux avoir les 1000 $ immédiatement après avoir répondu à la question, ce serait intéressant. Oui, où est passée la Russie? Mais la Russie, elle est là. Hein. La Russie, on l'entend pas. La Russie, elle est là. C'est justement la particularité de la Russie depuis quelque temps. Vous allez constater que même au lendemain des attaques par rapport à l'Ukraine, les interventions, la Russie n'a pas toujours été dans la communication très active, même si on estime qu'il y a certains éléments en Russie qui ne cessent de réagir par rapport à tout. Mais tout ce qui est position officielle de la Russie ne semble pas se manifester assez clairement. Mais les actions en sourdine ne manquent pas de se faire remarquer. Alors, le premier intérêt pour la Russie est d'être prudent et d'être assez silencieux sur la question, c'est que ça entre dans son avantage. Puisque là, la question de l'Ukraine, depuis quelque temps, est passée sous silence. Ce n'est que Gaza que l'on observe de près. On ne parle que de Gaza sur toutes les chaînes. Toutes les caméras sont braquées. Toutes les caméras sont braquées sur Gaza. Donc ça, c'est le premier avantage stratégique, que la Russie ne soit plus au cœur de tous les échanges, de tous les pics qu'on peut observer par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc ça lui fait une couverture. Deuxième élément, c'est
que la Russie veut se positionner en tant que médiateur depuis le début de ce conflit. C'est sa volonté, c'est de saisir l'occasion pour affaiblir ou du moins justifier la dégradation au Moyen-Orient par rapport à la présence américaine, par rapport à l'influence américaine telle qu'on peut l'observer. Et donc, ça lui permet, en fait, le fait de rester silencieux lui permet d'être de plus en plus crédible vis-à-vis de ces acteurs. Oui, mais c'est un silence qui nous amène, nous autres journalistes, à nous poser des questions quand on sait quand même que pratiquement toutes les grandes puissances ont quand même pris des positions aujourd'hui. Mais où est-ce qu'elle est, la position de la Russie? La position de la Russie, elle est claire, c'est que nous sommes avec tout le monde. Nous sommes pour la paix. Nous promouvons la paix et nous discutons avec tout le monde. Ils l'ont exprimé de façon assez claire et on constate cela également dans leurs actes. On a vu, il n'y a pas encore eu de manifestation assez importante du fait qu'Israël soit tellement contre la position de la Russie ou contre son silence, son mutisme. On n'a pas constaté non plus. On a vu de l'autre côté la Russie accueillir des dirigeants du Hamas, échanger, sans que cela ne crée assez de frustration comme on a pu l'observer. Donc on sait que la Russie est en train aujourd'hui de se positionner non seulement vis-à-vis du monde, en fait veut s'ériger en tant que partenaire crédible. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, la Russie n'a pas intérêt à se retrouver dans un conflit direct par rapport à Israël. Ça, c'est très important. Et c'est plus important ici ou en ce moment parce que l'influence de la Russie par rapport au Moyen-Orient via la Syrie n'est plus. Bachar al-Assad n'est plus là pour que le deal qui tenait entre Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine par rapport à la gestion du Moyen-Orient puisse tenir. Aujourd'hui, il n'a pas vraiment de carte à jouer au Moyen-Orient, pas vraiment d'éléments importants de pression. Et donc, ce qui fait que c'est mieux de rester silencieux et de vouloir discuter avec tout le monde. Ça, c'est sa priorité là maintenant. Alors justement, on sait quand même que la défunte URSS a été quand même le premier État à reconnaître l'existence même de l'État hébreu au lendemain de tout ce qu'il y a eu comme situation. Mais alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la Russie reste en retrait? Est-ce que c'est parce que la Russie a une forte communauté juive dans son territoire, parce que nous avons des juifs russes, hein, que la Russie ne veut véritablement pas prendre position? Premier élément que je peux dire, c'est déjà sur la question du fait que la Russie fait partie de l'un des premiers États à reconnaître l'État d'Israël, et c'était dans un contexte assez particulier. Puisque on terminait, on était en train de finir la Seconde Guerre mondiale. Voilà, la Seconde Guerre mondiale. Il y avait la guerre froide qui se pointait et puis il y avait ce sentiment de victimisation que l'on observait par rapport aux Juifs qui ont, dans le début, impulsé un mouvement de socialisme. C'est ce que la Russie semblait observer et a décidé de prendre directement parti pour pouvoir permettre à ce que son influence puisse s'étendre jusqu'en Israël. Deuxième élément, c'est que la Russie avait un problème avec les Britanniques dans la région parce que les Britanniques qui étaient en Palestine. Voilà, étaient en Palestine. Et donc, comment faire pour empresser ou précipiter le départ des Britanniques afin que l'URSS puisse étendre son influence dans la zone. C'était tous ces intérêts-là qui se jouaient et ce qui a fait que l'ex-URSS a décidé rapidement de reconnaître l'État. Oui, mais c'était sans compter avec les Occidentaux, hein? Justement. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Vous avez évoqué l'une des raisons. Il y a une importante communauté juive en Russie et il y a une importante communauté russe également en Israël. On parle d'environ 1 million. Bah oui, vous diront qu'ils sont des juifs. Hein? Voilà, donc il faut sauvegarder tout cela, il faut protéger tout cela. L'autre élément, c'est que la Russie est déjà en guerre. Ce n'est pas le moment de se faire un nouvel ennemi. Et un ennemi de la taille d'Israël, capable de déstabiliser à tout moment. Donc,
capacité de nuisance, on n'en parle plus. Justement. Donc, la Russie est bien consciente de cela et le président russe est assez pragmatique. Il voit les choses très clairement. Donc, s'il faut garder le silence, s'il ne faut pas trop titiller le voisin, en quelque sorte israélien, vaut mieux le faire si ça entre dans nos avantages stratégiques. Et donc, c'est l'une des raisons qui explique le fait qu'aujourd'hui, la Russie joue ce jeu d'équilibrisme. Ben, est-ce que jusqu'à quel moment la Russie va continuer à jouer à ce rôle? Ça, c'est la grande question. Oui, mais certains estiment, hein, les analystes géopolitiques, les observateurs des relations israélo-russes estiment et même affirment que depuis le 7 octobre, la donne entre ces deux pays a changé. Depuis le 7 octobre, la donne a changé dans tout le monde entier. Que ce soit au Moyen-Orient, les partenaires d'Israël, tout a changé parce que c'est une date très importante. C'est un peu comme le 11 septembre aux États-Unis. Et donc, la relation entre la Russie et Israël n'est pas à l'abri de ce changement-là. Mais un changement profond, je ne crois pas vraiment. Il faut attendre de voir comment est-ce que cette question va se terminer. C'est surtout la grande préoccupation. C'est à la fin de la gestion de cette crise du 7 octobre. Elle aura une fin? Oui, de toutes les façons, il y aura une fin. Hein. Peu importe la manière dont ça va se terminer, il y aura une fin. D'autres parlent de il faut exterminer les Palestiniens, vendre le territoire. Peu importe la manière dont ça va se terminer, de toutes les façons, ça va se terminer. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourrait évaluer très concrètement les changements qu'on va observer entre dans les relations bilatérales, l'Europe, Israël, Moyen-Orient, Israël et même les États-Unis. Voilà. Alors, lorsque on observe un peu et qu'on analyse un peu ces événements entre le Hamas et Israël, hein, pourquoi, selon vous, Vladimir Poutine, le président russe, n'a jamais officiellement condamné les attaques du 7 octobre, mais a plutôt fustigé les bombardements de Gaza? Reconnaître ou condamner les attaques du 7 octobre, c'est très rapidement s'aligner sur la position occidentale en ce moment-là. Donc ça fait partie... Oui, mais jusqu'à ce jour. Non, jusqu'à ce jour. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt de la Russie par rapport à Israël et par rapport aux Arabes dans la région n'est pas la même par rapport aux États-Unis ou aux États occidentaux. Ce qui fait que la Russie aujourd'hui ne peut pas condamner très ouvertement, même si la Russie depuis quelque temps décrit les attaques, les bombardements et même fustige le fait qu'il y a eu ces attaques du 7 octobre, justifie cela par le fait que c'est un échec plutôt de la politique américaine dans la zone. La Russie ne va pas aujourd'hui, quand vous connaissez l'État que représente la Russie et son leader, ne va pas aujourd'hui reconnaître que le Moyen-Orient ou que les attaques du 7 octobre étaient vraiment horribles et les condamner de la même manière que les États-Unis. Non, au contraire, c'est saisi l'occasion, puisque depuis un certain temps, la Russie a été favorable à la cause palestinienne, à la défense, à la création de deux États palestiniens. Et donc, vient dire juste que mais ce que nous avons toujours supporté, voilà les conséquences qui se posent aujourd'hui. Alors, pourquoi reconnaître, faire le même discours que l'Occident au lieu de pouvoir responsabiliser les États-Unis de ce qui se passe dans la région? Et c'est ce qu'on a pu observer. Et en vrai, cela n'a pas posé de problème à Israël. Israël n'a pas décrié ce comportement parce qu'Israël également comprend certainement le jeu. Alors justement, nous savons que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Alors justement, parlant de ces intérêts, comment en tant qu'analyste géopolitique, vous croyez que Israël perçoit la relation qui existe entre la Russie et le mouvement islamiste Hamas? Premièrement, la Russie est un acteur majeur, très proche du théâtre de conflit qui se déroule. Ça, c'est le premier élément. Donc, il ne faudrait pas, Israël est bien conscient qu'il ne faudrait pas avoir la Russie comme un adversaire dans la région. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la Russie a eu cette influence vis-à-vis de
des États arabes négociant avec eux dans toutes les situations. Hein. La Russie s'est toujours positionnée comme un acteur avec qui il faut discuter dans la région. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir un voisin, un géant voisin dans la région avec qui on n'est pas forcément en guerre et qui n'est pas forcément en mesure de nous condamner de façon très directe ou de façon très acerbe. Ça, c'est le premier intérêt stratégique pour Israël. Ce qui fait que depuis là, la position d'Israël ne pose pas de problème. Alors que nous avons vu certains États européens, quand la position n'est pas très claire, les représailles vis-à-vis de ces États commencent immédiatement au niveau d'Israël. Parce que, voilà, Israël estime que ces États doivent prendre une position claire. Et que la position que prend la Russie, c'est également, à un moment donné, les intérêts d'Israël hein, par rapport à la Russie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément également qui pourrait expliquer cette relation entre Moscou et Tel Aviv, c'est le fait que pour les négociations, s'il faut avoir quelqu'un que l'on puisse comprendre et qui a soutenu cette cause très régulièrement et qui a une force de lutte contre ces armées, ces formes d'armées, je veux parler des Houthis, je veux parler des Palestiniens, des groupes rebelles. Voilà, justement, c'est la Russie, parce que la Russie, au-delà même des échanges avec ces différents groupes, a une capacité de nuisance, de lutte contre le terrorisme dans cette zone. Hein. On a vu quand, au lendemain du 11 septembre, la coalition qui a été formée avec le soutien de la Russie, on a vu l'efficacité dans cette zone, voilà, dans cette partie du monde. Donc, Israël préfère avoir quelqu'un qui décrit hein, la question du terrorisme, qui n'est pas du tout en accord avec le terrorisme, qui pourrait prochainement constituer un partenaire de lutte si on trouve le bon moyen de caractériser ces groupes palestiniens comme des terroristes. Donc, il faut garder également cet atout dans la poche. C'est quelques raisons là qui expliquent le fait que Israël veut avoir, dans tous les cas, la Russie de son côté. Alors, Martial, à côté, vous êtes un analyste géopolitique. Alors, lorsque vous regardez un peu cette partie du monde, est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour les grandes puissances hein, à vouloir manger dans tous les râteliers? Ça, c'est une très belle question. La région du Moyen-Orient est une région stratégique pour toutes les puissances du monde. Ce qui fait qu'ils s'arrangent, premièrement, à cause des ressources que l'on trouve là. Le gaz, le pétrole, ce sont là des ressources très indispensables et qui peuvent changer drastiquement le cours de l'économie mondiale. Et donc, vaut mieux avoir un regard sur cette zone, vaut mieux avoir un contrôle de ce qui se passe là, parce que quand le désastre va se produire, il suffit que l'Arabie saoudite décide aujourd'hui de changer le cours du pétrole pour que tout le monde se sente affecté. Bon, les États-Unis, pas très directement, mais les Européens se sentent drastiquement affectés et que les Européens décident de trouver les États-Unis comme responsables de cela. Donc, il y a cet intérêt lié aux ressources naturelles comme le gaz, le pétrole au Moyen-Orient, ce qui fait du Moyen-Orient une région très, très stratégique. Deuxième élément, c'est l'instabilité qui caractérise cette zone. Voilà, l'instabilité qui caractérise cette zone. S'il y a des intérêts économiques très importants dans cette zone et que cette zone est la zone la plus critique en termes de sécurité, tout peut exploser à tout moment. Il faudrait que les grandes puissances aient le regard et essaient d'apaiser les choses régulièrement dans cette zone. Troisième élément qui pourrait expliquer le fait que cette région soit stratégique aux yeux des grandes puissances internationales, c'est également le fait que les leaders dans ces zones sont en mesure très rapidement de basculer. Ce sont des régimes qui peuvent à tout moment, quand on met de côté l'Arabie saoudite, le Qatar, où ce sont des royaumes, ce sont des émirs il y a d'autres États
dans la Liban, zone, voilà, Syrie, le Liban, la Syrie, l'Irak, voilà. l'Iran même aussi. Justement, donc les régimes peuvent basculer à tout moment. Basculer à tout moment. Et ce sont des régimes qui sont enclins au soutien du terrorisme. Donc, vaut mieux contrôler, s'assurer que tout se passe bien pour que l'on n'observe pas des questions de crise un peu partout. Donc, il vaut mieux manger à tous les râteliers alors. Il faut tous, même si ce n'est pas manger à tous les râteliers, il faut être présent quand même. Alors pour sortir de ce sujet, aujourd'hui, sans langue de bois, quel est le choix de la Russie au Moyen-Orient? Et puis, est-ce que vous croyez que la Russie est prête à assumer ce choix? Parce que certains estiment que la Russie a son choix au Moyen-Orient. Est-ce que la Russie a son choix? Je dirais plutôt que la Russie a son mot à dire au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas de faire le choix du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Liban, ainsi de suite. Parce que vous allez le constater, il y a déjà cette rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, compte tenu des différentes origines. D'autres sont arabes, les autres sont persans, mais la Russie les autres sont sunnites, d'autres sont chiites. Voilà, sont chiites. Il y a toute cette différence-là qu'on observe dans la région, mais la Russie joue sur les deux formes d'identité dans la région. Communique avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et en même temps avec l'Iran, considéré comme le rival ou la rivale de l'Arabie Saoudite. Et donc, son positionnement, c'est d'être avec tout le monde, d'essayer de jouer ce jeu d'équilibriste qui entre dans son intérêt et qui fait de lui un acteur non seulement proche géographiquement, mais fédérateur en même temps dans la région. Parce que les États-Unis, il faut dire qu'ils sont bien éloignés de la région, même s'il y a des présences un peu partout. L'Iran, non. Hein. Oui. La Russie, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on va à l'extrême-orient russe, quand même. Hein. Justement. Et non seulement cela, la Russie a réglé déjà un certain nombre de différends entre les sunnites et les chiites, bon, principalement l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc, on trouve en la Russie un partenaire avec qui il faut collaborer. Et l'autre aspect également qu'il faut évoquer, la Russie ne crie pas toujours droits de l'homme, liberté publique, ce n'est pas le discours de la Russie. Mais quand vous observez très bien cette zone, c'est une zone qui ne veut pas entendre ces discours, ces remontrances. Une zone où on ne connaît pas les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme sont respectés, mais à leur façon. D'accord. Voilà. Là, nous allons du côté des Nations Unies pour une escale. Là, 10 pays ont officiellement reconnu l'existence officielle de l'État palestinien. Alors, tous les regards étaient rivés du côté de New York, en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un jour heureux pour certains, un jour triste pour d'autres, un jour de deuil pour les Israéliens, comme a dit quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui n'apprécie pas forcément la manière dont les choses se passent. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce grand rendez-vous est toujours l'occasion de faire représenter ou de faire de ce rendez-vous un symbole. Donc, on dirait que cette 80e réunion du monde, hein, c'est parce que c'est tout le monde qui se rassemble là, est priorisé ou s'asse sur la question palestinienne. Parce que c'est une question de tout. Ouais. Ça revient à chaque fois. Voilà, ça revient à chaque fois. Et ça, depuis 2 ou 3 ans, l'Assemblée générale, quand elle se réunit, est toujours sur la question de l'État palestinien. Voilà, de l'État palestinien. Donc, il faut régler définitivement la question. Mais le problème est que l'Assemblée générale en elle-même ne peut pas aller plus loin que des discours, que des appels, que des plaidoyers. Et c'est ce qui pose de véritables problèmes. En quoi est-ce que l'Assemblée générale pourrait forcer la main
je veux dire, aux États. Voilà, aux États qui prennent les décisions, le Conseil de sécurité fondamentalement, d'opérer un changement radical par rapport à cette question du Moyen-Orient. Ça, c'est le premier aspect. C'est cette formule-là que l'Assemblée générale doit essayer de trouver déjà. Et ce n'est pas une formule qui va se trouver pendant un ballet diplomatique où chacun vient donner un discours, vient attirer l'attention sur le fait qu'il faut régler la question du Moyen-Orient. Mais c'est qu'après ce ballet diplomatique, qu'il y ait des actions concrètes qui vont se suivre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années également, pour que cette solution que l'on privilégie depuis des années puisse être effectivement mise en œuvre. Et ça, c'est là que se situe la grande préoccupation. Alors, on a vu aussitôt cette annonce faite, hein, Benjamin Netanyahou déclarait que cet État ne verra jamais le jour. Ça, c'est pas nouveau, hein. C'est toujours le discours de... Tant qu'il est là, certainement, hein. Oui, tant qu'il est là, même s'il est là, il est possible que d'autres éléments puissent changer la donne. C'est parce que là, les grands acteurs qui sont en mesure de pouvoir contraindre vraiment Israël à cette paix ne sont pas encore décidés, hein. Je veux parler notamment des États-Unis. Les États-Unis ne trouvent pas encore l'intérêt de mettre définitivement fin à ce qui se passe, même si le discours... Ouais, tout le monde, c'est un secret pour personne, oui, que tout le monde sait que l'Israël, c'est le gendarme des États-Unis au Moyen-Orient. Justement, donc c'est ce qui explique le fait que si Israël peut aujourd'hui affirmer avec certitude que cet État ne verra jamais le jour, c'est que Israël compte certainement sur des garanties qui lui ont été données par les États-Unis, garanties qu'on ne reconnaîtrait pas officiellement, hein, comme ce qui pourrait être dit de façon assez directe. Mais aujourd'hui, il faut amener Israël à comprendre cette dynamique qui se produit, cette nouvelle dynamique qui a lieu au Moyen-Orient. De comprendre que la résolution du conflit ne passe pas par la violence telle que Israël est en train de le démontrer depuis quelques années. Le risque, c'est que plus on tue de Palestiniens israéliens, plus le conflit s'enlise, plus on produit davantage de terroristes qui constitueraient une menace plus sérieuse à l'avenir dans les 5-10 prochaines années pour Israël même. Et ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le régime de Netanyahou n'est pas en mesure d'entendre cela, n'est pas en mesure de comprendre cela. Alors, qu'est-ce qui pourrait fondamentalement changer la dynamique, la donne? C'est de pouvoir voir émerger un gouvernement qui serait en mesure d'être plus centriste sur la question et qui décide de faire un pas vers la paix. Un pas qui serait très difficile là où nous parlons, parce qu'il y a eu tellement de morts, il y a eu énormément de morts, il y a tellement de blessures. Même si Israël décide aujourd'hui de dire, bon, nous allons faire la paix, on n'est pas sûr que les Palestiniens vont accepter aussi facilement, hein, même si ça va paraître, on va dire oui, les discussions sont menées, ils vont toujours, les plaies sont encore très bénignes. Et donc, il faut éviter carrément tout ce qui pourrait brusquement, on dit que nous voulons la paix, mais il faut que ce soit un processus qui serait suivi. Et ce processus passe d'abord par la compréhension de la situation, de savoir que la question du Moyen-Orient, ce n'est pas une question d'État, c'est une question de volonté. Non seulement de volonté, mais d'acceptation des peuples qui se retrouvent dans ce conflit. Et c'est là que se situe le véritable problème. Les gouvernements pensent pouvoir régler la question. Même si la France reconnaît aujourd'hui l'État palestinien, le problème n'est pas réglé, même si les États-Unis, même Israël décident de reconnaître l'État palestinien. Justement, parlant de ça, avec votre permission, dans cette liste des pays qui reconnaissent officiellement l'existence de l'État palestinien, nous n'avons pas les États-Unis, nous n'avons pas la Russie, nous n'avons pas le Japon, et nous n'avons même, la Chine même n'est pas parmi ces pays qui ont déjà reconnu l'existence de l'État palestinien. Alors, est-ce que certains n'ont pas raison de dire que cette reconnaissance n'a aucun poids? La question de la reconnaissance, là, de toute évidence, on ne voit pas ce que ça peut changer dans le fond, hein.
très concrètement, il faut être objectif. Dans le fond, ça ne change pas, ça ne bouge pas grandement les lignes, mais seulement ça vient accorder un peu plus d'écho à la cause palestinienne, c'est tout. Et on voit le Royaume-Uni dans la dynamique. Le on voit la France, on voit la France, on voit le Canada, l'Australie, la Belgique et autres. Mais vous comprenez bien avec moi qu'aucun de ces États n'a vraiment la clé de pouvoir changer drastiquement des choses. Et ce qu'on observe, la position des États-Unis, c'est très clair. On ne reconnaît pas encore d'État palestinien jusqu'à ce que l'on ne règle définitivement la question du terrorisme. Pour la Russie et pour la Chine, c'est pareil, mais ce n'est pas pareil. Pour eux, c'est une position stratégique de garder et de maintenir une certaine neutralité. Avantage stratégique pour la Russie, c'est que l'on ne parle plus de la question ukrainienne tant que la question palestinienne est sur la table et que la question de la Russie et de l'Ukraine est mise de côté, c'est bon. La Chine a d'autres problèmes. Ces problèmes aujourd'hui se situent à plusieurs niveaux. Déjà, mais on n'en parle pas. La guerre économique par rapport aux États-Unis que la Chine essaie tant bien que mal de ça, c'est celle que la Chine veut qu'on en parle, hein? Mais parlant des autres guerres, on n'en parle pas. Alors, dites-moi un peu, est-ce qu'Israël pourrait mettre en branle sa capacité de nuisance par rapport à ces pays qui ont quand même décidé de reconnaître l'existence? Quand je parle de pays, suivez mon regard, je veux parler de l'Australie, du Canada, de la France et du Royaume-Uni. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire très précisément les intérêts qui sont en jeu au niveau de chacun de ces États-là. Et pour que mais en France, on sait quand même qu'il y a une forte communauté juive. Hein? Pour que chacune de ces décisions soit prise, ce sont des personnes, des analystes qui se sont réunis, qui ont fait des propositions et la décision a été prise. Si l'Australie estime aujourd'hui pouvoir reconnaître un État palestinien, c'est que l'Australie ne voit pas en quoi est-ce que concrètement cette décision va lui causer d'énormes difficultés, hein, d'énormes soucis. Peut-être même que l'Australie a déjà vu avec Israël et a dit que bon, je reconnais seulement parce que c'est la dynamique, il faut que je suive, j'ai tel intérêt, et bien donc il faut me comprendre ainsi. Ça, c'est une manière de reconnaître également la situation sans craindre de représailles. Donc tous ces États qui le font, soit premièrement, sont en mesure de supporter les représailles qui viendront d'Israël. Il y a quand même 3 couronnes, il y a quand même deux pays de la couronne britannique. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est parce qu'ils ont discuté et se sont entendus avec Israël sur des points donnés. On reconnaît bien sûr l'État d'Israël, mais nous n'allons pas aller très loin dans ce que nous faisons. Ça, c'est une deuxième option. Troisième option, nous sommes en mesure de pouvoir contrer toute représailles venant de l'État d'Israël. Et nous avons besoin d'Israël, nous avons besoin de reconnaître l'État palestinien. C'est dans notre intérêt, là maintenant. Et c'est toutes ces raisons qui peuvent expliquer le fait que ces États ont fait, chacun fait ses choix en fonction de ses intérêts. Comme vous l'avez déjà dit, les États n'ont que d'intérêt. Si les États ne reconnaissent pas, les États-Unis ne reconnaissent pas aujourd'hui l'État palestinien, ils ont leurs raisons. La Russie, la Chine, si la France qui, pendant longtemps, même depuis le début, n'a pas été très favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, décide aujourd'hui de le faire, c'est parce que la France a ses raisons. Peut-être que c'est pour détourner légèrement l'attention de ce qui se passe en République française même, on ne sait jamais. Alors justement, dernière question avant de vous laisser partir, croyez-vous qu'Israël pourrait rompre éventuellement ses relations diplomatiques avec la France? Rompre les relations diplomatiques, c'est un niveau très élevé hein, de crise entre deux États. Je ne crois pas en l'état actuel des choses. Je ne vois pas comment est-ce que Israël décide de rompre les relations diplomatiques. C'est quand même Benji qui est là. Hein? Oui, on le sait. Si la France a eu cette information qu'il y a une possibilité même que Israël pourrait rompre les relations diplomatiques, je ne suis pas sûr que le président français s'engagerait dans cette dynamique. Donc, il n'y a pas encore cette série d'événements qui vont occasionner la rupture des relations diplomatiques. Israël même sait qu'aujourd'hui, est de plus en plus isolé sur la scène internationale par rapport aux questions de droits de l'homme, même si les États-Unis restent derrière Israël de pied ferme. Hein.
On sait que la notoriété, tout ce qui a été construit autour d'Israël aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc, ce n'est pas le moment de se faire davantage d'ennemis. Hein. Israël est bien conscient de cela et donc rompre les relations diplomatiques, je ne crois pas en l'état actuel des choses que cela puisse se passer. Mais quelques représailles, oui. Voilà, c'est avec votre intervention, Martial Akwete, analyste géopolitique, que nous mettons en terme à notre émission de cet après-midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence.